Montréal, le 10 avril 2016. Dans l'ambiance feutrée d'un supermarché de quartier, une jeune femme de 20 ans s'apprête à vivre ses derniers instants. Clémence Beaulieu-Patry, étudiante lumineuse et appréciée de tous, a accepté 1 heure de travail supplémentaire par pure serviabilité. Elle ignore qu'à quelques mètres d'elle, tapis dans l'ombre des rayons, un homme l'observe avec une froideur méthodique. En seulement 16 secondes, le quotidien bascule dans l'indicible. Bienvenue sur Traces perdues. Aujourd'hui, nous décryptons l'affaire R contre Chilumba, une saga judiciaire de 8 ans qui a bouleversé le Québec, naviguant entre les frontières de la schizophrénie et la préméditation chirurgicale d'un meurtre parfait. Pour ne rien manquer de cette immersion au cœur de la justice pénale et découvrir la vérité derrière ce crime gratuit, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. L'histoire que nous allons raconter aujourd'hui est un voyage aux confins de l'esprit humain, là où l'obsession devient mortelle. Pour comprendre l'ampleur du vide laissé par la disparition de Clémence Beaulieu-Patry, il faut s'éloigner un instant de la froideur des rapports de police et se plonger dans la vie d'une jeune femme qui incarnait, aux yeux de tous, la promesse d'un avenir radieux. Clémence n'était pas une cible au sens conventionnel du terme. Elle n'avait pas d'ennemis, ne fréquentait pas de milieux interlopes et ne craignait rien du monde qui l'entourait. À 20 ans, elle habitait un univers fait de couleurs, de mots et de projets. Étudiante passionnée en arts et lettres, elle voyait le monde à travers le prisme de la création. Ses parents, Nathalie Beaulieu et Luc Patry, ont souvent décrit leur fille comme une femme de paix, une expression qui revient sans cesse dans les témoignages de ses proches. Ce n'était pas seulement un trait de caractère, c'était une véritable identité. Clémence détestait les conflits, cherchait toujours le consensus et arborait ce sourire constant, marqué par des fossettes profondes qui restaient gravées dans la mémoire de ceux qui croisaient son chemin. Elle représentait cette jeunesse montréalaise équilibrée, travaillante, qui jongle entre les bancs d'école et un emploi à temps partiel pour s'assurer une indépendance financière. Pour sa cousine, Maude Beaulieu-Craig, Clémence était le cœur battant de leur cercle social, une présence lumineuse qui rendait les moments les plus simples exceptionnels. Rien dans sa vie, absolument rien, ne la préparait à devenir la figure centrale d'un dossier de meurtre au premier degré. Elle était l'innocence même, évoluant dans un quotidien qu'elle croyait sécurisé, entourée de l'affection d'une famille soudée et du respect de ses collègues. Le quartier Saint-Michel, où se situe le supermarché Maxi, est un secteur de Montréal marqué par une grande diversité culturelle et une effervescence constante. À l'angle des rues Crémazie et Papineau, l'activité ne s'arrête jamais vraiment, rythmée par le flot incessant des voitures sur l'autoroute métropolitaine toute proche. Le supermarché lui-même est un point de repère, un lieu de passage obligé pour des milliers de citoyens. Clémence y travaillait au département des vêtements, un coin un peu plus calme du magasin où elle rangeait les articles avec cette minutie qui la caractérisait. Ses collègues l'appréciaient non seulement pour son efficacité, mais pour sa capacité à rendre le travail agréable. Le dimanche 10 avril 2016, la journée s'annonçait comme une autre fin de semaine ordinaire. Le ciel montréalais était bas, l'air encore frais de ce printemps qui peine à s'installer. Clémence avait commencé son quart de travail avec sa bonne humeur habituelle. S'occupant des clients, pliant les vêtements, discutant brièvement avec ses camarades de travail. Alors que l'aiguille de l'horloge se rapprochait de la fin de sa journée, un événement en apparence anodin allait tout faire basculer. Manquant de personnel pour couvrir la fin de soirée, sa gérante s'est approchée d'elle pour lui demander si elle accepterait de rester 1 heure de plus. Clémence aurait pu refuser, prétexter de la fatigue ou des devoirs à terminer. Mais fidèle à sa générosité, elle a accepté. C'est dans ce oui spontané que réside toute la tragédie de l'affaire. Cette heure supplémentaire, effectuée par pur esprit de collaboration, l'a maintenue dans le magasin au moment exact où son destin allait croiser celui de Randy Chilumba. C'est un rappel brutal de la fragilité de l'existence, où une décision de quelques secondes peut changer le cours d'une vie entière. Pendant que Clémence continuait son travail, ignorant tout du danger, Randy Chilumba, 19 ans, était déjà en mouvement. Pour comprendre qui est cet homme qui s'apprête à commettre l'irréparable, il faut remonter quelques années en arrière, sur les bancs de l'école secondaire qu'il a brièvement partagé avec sa future victime. À l'époque, il n'était que de vagues connaissances.
Il n'avait pas d'amis communs proches, n'avait jamais eu de relation amoureuse et ne s'était pratiquement pas parlé depuis la fin de leurs études. Pour Clémence, Randy n'était qu'un nom dans un vieil album de finissant, une silhouette du passé totalement oubliée. Mais dans l'esprit de Randy, la réalité avait pris une tournure radicalement différente. Il s'était construit une mythologie personnelle, où Clémence et un groupe de ses amis étaient les architectes d'un complot machiavélique visant sa destruction. Il s'était persuadé, sans aucun fondement rationnel, qu'elle se moquait de lui sur les réseaux sociaux, qu'elles infiltraient son cercle de connaissances et qu'elles allaient jusqu'à utiliser des chantiers de construction près de son domicile pour l'atteindre. Ces idées délirantes, qui allèrent plus tard être diagnostiquées comme les signes d'une schizophrénie paranoïde, commençaient à saturer son quotidien. Il ne voyait plus Clémence comme une ancienne camarade, mais comme une menace mortelle qu'il fallait neutraliser. La préparation de Randy Chilumba, cependant, détonnait par sa lucidité apparente. Au cours de la semaine précédant le 10 avril, il s'était rendu au Maxi à au moins 3 reprises. Les enregistrements des caméras de surveillance, analysés plus tard par les enquêteurs, le montrent déambulant dans les allées sans jamais rien acheter. Ce n'était pas de l'errance, c'était du repérage. Il observait les entrées, les sorties, le positionnement des caméras et surtout l'emplacement précis du poste de travail de Clémence. Il étudiait ses habitudes, notait les moments où elle était seule. Cette phase de surveillance témoigne d'une intention qui dépasse le simple coup de folie impulsif. Le soir du crime, il quitte son domicile avec un sac contenant tout l'attirail d'un homme qui sait exactement ce qu'il va faire. À l'intérieur se trouve un couteau de chasse à lame fixe, des gants de protection et des vêtements de rechange. Il ne s'agit pas de l'équipement d'un homme perdu dans un délire désorganisé, mais de celui d'un individu qui anticipe les conséquences physiques de son acte, notamment les taches de sang et les empreintes digitales. Lorsqu'il arrive au supermarché vers 20h30, son calme est glaçant. Il entre par les portes automatiques, traverse le magasin d'un pas assuré et se dirige vers la section des vêtements. Le contraste est alors total entre la jeune femme qui plie des chandails avec douceur et l'ombre qui s'approche d'elle, armée et déterminée. L'attaque se produit avec une rapidité qui ne laisse aucune place à la défense. Clémence est surprise par derrière. Le couteau de chasse est utilisé avec une force et une répétition qui témoignent d'une rage ou d'une détermination absolue. 16 secondes. C'est le temps qu'il a fallu pour que 14 coups soient portés, visant principalement le cou et le haut du corps. Dans ce court laps de temps, la vie de Clémence Beaulieu-Patry s'est arrêtée. Les cris ont été étouffés par la soudaineté de l'assaut. Les quelques clients présents dans les allées voisines n'ont entendu que des bruits sourds avant de voir une silhouette s'enfuir en courant vers la sortie. Clémence s'effondre sur le sol froid, entourée de ses vêtements qu'elle rangeait quelques instants plus tôt. L'horreur de la scène est telle que les premiers employés arrivés sur place resteront traumatisés à vie. Pour les parents de Clémence, c'est le début d'un cauchemar qui ne finira jamais vraiment. Ils apprendront plus tard que leur fille est morte presque instantanément, sans avoir eu le temps de comprendre pourquoi celui qu'elle n'avait pas revu depuis des années l'avait choisi pour cible. Cette exécution gratuite, commise dans un lieu public au vu et au su de tous, marque le point de départ d'une onde de choc qui va traverser tout le Québec, soulevant des questions essentielles sur la sécurité des travailleurs de première ligne et sur la détection des troubles mentaux sévères chez les jeunes adultes. Mais alors que Clémence rend son dernier souffle, l'odyssée de son meurtrier ne fait que commencer. Randy Chilumba s'élance dans la nuit de Saint-Michel, entamant une fuite calculée qui allait bientôt révéler toute la complexité de sa psyché, entre manipulation et folie pure. L'enquête qui s'ouvre dans les minutes suivant le drame au supermarché Maxi n'est pas une simple procédure de routine. C'est une plongée immédiate dans l'horreur d'un crime qui semble défier toute logique. Alors que les gyrophares des voitures du service de police de la ville de Montréal déchirent l'obscurité de la rue Papineau, les enquêteurs de la section des crimes majeurs font face à une scène d'une violence inouïe. Le corps de Clémence Beaulieu-Patry repose au milieu des articles de mode qu'elle rangeait avec soin quelques instants plus tôt. Un contraste insoutenable entre la banalité du commerce de détail et la brutalité d'une exécution. Les premiers témoignages sont fragmentaires, marqués par le choc. On parle d'un homme jeune, vêtu de sombre,
qui a frappé sans sommation avant de s'évaporer dans la nuit urbaine. Mais très vite, la technologie va prendre le relais de l'émotion. Les caméras de surveillance du magasin deviennent les premiers témoins silencieux. En visionnant les bandes, les détectives ne voient pas seulement l'agression de 16 secondes. Ils découvrent, en remontant le fil des jours précédents, la présence persistante de ce même individu, un visage qui ne leur est pas encore connu, mais dont le comportement trahit une obsession méticuleuse. Randy Chilumba n'est plus une ombre anonyme. Il devient une cible prioritaire, un prédateur dont chaque mouvement a été capté par l'œil froid des objectifs numériques. Pendant que la police scientifique ratisse le moindre centimètre carré du département des vêtements à la recherche d'un indice, d'un cheveu ou d'une goutte de sang qui n'appartiendrait pas à la victime, l'assassin entame une séquence de comportements qui va peser lourdement dans la balance de la justice des années plus tard. Randy Chilumba ne s'est pas enfui au hasard, en proie à une panique désordonnée. Sa trajectoire est directe. Il se dirige vers un restaurant Tim Hortons, situé à quelques rues de là. Ce qui s'y passe pendant les 7 heures suivantes est fondamental pour comprendre la dualité de l'accusé. Il s'enferme dans une cabine de toilette, transformant ce lieu public en un sanctuaire de dissimulation. C'est là qu'il met à exécution la suite de son plan. Il se débarrasse de ses vêtements souillés par le sang de Clémence pour revêtir la tenue de rechange qu'il avait apportée dans son sac. Ce geste, d'une lucidité terrifiante, montre qu'il avait anticipé la saleté du crime. Mais ce n'est pas tout. Dans le silence de cette cabine, Randy utilise son téléphone cellulaire pour rester connecté à sa propre monstruosité. Il consulte compulsivement les sites de nouvelles, notamment celui de la presse, pour suivre en temps réel le déploiement policier au maxi. Il observe l'onde de choc qu'il a créée, mesurant l'efficacité de son geste à travers le nombre de clics et l'urgence des titres de presse. C'est l'image d'un homme qui, loin d'être déconnecté de la réalité, est au contraire hyper connecté aux conséquences légales et médiatiques de son acte. La traque numérique ne s'arrête pas là. Les experts en cybercriminalité de la police de Montréal vont bientôt mettre la main sur une véritable mine d'or probatoire en analysant le contenu du téléphone de Chilumba. Ce qu'ils y découvrent dépasse leurs craintes les plus sombres. L'historique des recherches Google révèle une préméditation qui s'étale sur plusieurs semaines. L'accusé n'a pas seulement cherché le nom de sa victime, il a interrogé le moteur de recherche sur la faisabilité technique de l'horreur. Comment commettre un meurtre parfait? Est-il possible d'exécuter un meurtre parfait? Sac poubelle preuve meurtre. Ces requêtes, tapées avec un calme chirurgical, dessinent le portrait d'un individu qui voit l'homicide comme un problème d'ingénierie à résoudre. Il cherche à savoir comment neutraliser l'ADN, comment tromper les interrogatoires, comment créer une zone d'ombre où la justice ne pourrait pas l'atteindre. Plus troublante encore, les policiers retrouvent une note mémo écrite par Randy lui-même, intitulée « Inventer une histoire solide pour la police ». Dans ce document, il esquisse déjà les contours de ce qui deviendra sa ligne de défense, une version des faits où il se présente comme une victime, quelqu'un qui aurait agi par peur pour se protéger d'un complot imaginaire. Ces preuves numériques agissent comme une arme fumante, smoking gun pour la couronne. Elles démontrent que bien avant de porter le premier coup de couteau, Randy Chilumba était pleinement conscient de l'illégalité et de la moralité de son projet. Le 12 avril 2016, 2 jours seulement après le meurtre, le filet se referme. Grâce à la reconnaissance faciale, aux témoignages et aux indices laissés lors de sa fuite, les policiers procèdent à l'arrestation de Randy Chilumba. L'homme qu'ils appréhendent ne ressemble pas au monstre froid décrit par les preuves numériques. Il apparaît calme, presque détaché, voire fragile. C'est ici que commence le grand duel entre la psychiatrie et le droit. Dès les premiers interrogatoires, Randy commence à verbaliser ses délires de persécution. Il parle de Clémence non pas comme d'une innocente, mais comme d'une figure centrale d'une cabale visant à l'éliminer. Il mentionne ses amis de Clémence qui, selon lui, le surveillent sur Facebook, ses ouvriers de chantier qui construiraient des tunnels pour l'assassiner, et même ses hélicoptères qui rôdent au-dessus de sa tête. Pour les enquêteurs, le défi est immense. Font-ils face à un simulateur de génie, un homme qui applique à la lettre son plan pour inventer une histoire solide, ou sont-ils devant un individu véritablement brisé par la maladie mentale,
dont la planification n'était qu'une tentative désespérée d'un esprit psychotique pour survivre à une menace qu'il croyait réelle. L'analyse forensique du téléphone continue de révéler des détails glaçants. Les enquêteurs découvrent que Randy avait envoyé des messages à des amis quelques minutes après le meurtre, alors qu'il était encore au Tim Hortons. Dans ces textes, il feignait l'inquiétude, demandant si tout allait bien, comme pour se construire un alibi en temps réel, ou pour tester si la nouvelle du crime s'était déjà propagée. Cette capacité à compartimenter ses émotions, à passer de l'exécution brutale d'une jeune femme à l'envoi de textos banals, renforce l'hypothèse d'une personnalité narcissique et manipulatrice. La couronne y voit la preuve ultime de sa responsabilité criminelle, un homme qui sait qu'il a mal fait et qui déploie toute son intelligence pour s'en sortir. Pour la défense, au contraire, ces mêmes éléments prouvent l'étendue du trouble mental. Seul un esprit profondément malade pourrait croire qu'un meurtre parfait est une solution rationnelle à un complot Facebook. Le dossier se cristallise alors autour de cette question de la connaissance du bien et du mal, le critère fondamental de l'article 16 du Code criminel canadien. Chaque recherche Google, chaque mouvement capté par les caméras, chaque vêtement changé dans une toilette de restaurant devient un champ de bataille entre deux interprétations du comportement humain. Alors que les funérailles de Clémence Beaulieu-Patry rassemblent une foule immense, unis dans la douleur et l'incompréhension, les procureurs et les experts psychiatres se préparent pour ce qui s'annonce comme l'un des procès les plus complexes de la décennie. L'enquête est bouclée, mais le mystère de l'intention de Randy Chilumba reste entier. Le public québécois découvre avec effroi que le danger n'était pas un étranger tapi dans un ruelle sombre, mais un ancien camarade de classe dont le monde intérieur s'était transformé en un labyrinthe de haine et de paranoïa. L'enquête a fourni les faits, le sang et les pixels, mais c'est désormais à la justice de tenter de trouver un sens à cet acte de barbarie. Le premier procès se profile, et avec lui l'espoir pour la famille Beaulieu-Patry d'obtenir enfin des réponses, sans se douter que le chemin vers la vérité sera semé d'embûches juridiques et de revirements inattendus. Nous voici à l'automne 2017. 18 mois se sont écoulés depuis que le sol du supermarché Maxi a été souillé par le sang de Clémence Beaulieu-Patry. Pour la famille de la victime, ces mois ont été une attente insupportable. Une suspension du temps où la douleur se dispute à l'impatience de voir la justice s'accomplir. Le procès s'ouvre enfin devant la Cour supérieure du Québec, sous la présidence de la juge Hélène Disalvo. Dans la salle d'audience bondée, l'atmosphère est lourde, chargée d'une tension électrique. D'un côté, les parents de Clémence, Nathalie et Luc, entourés de leurs proches, portent sur leur visage les stigmates d'un deuil que rien ne peut apaiser. De l'autre, dans le box des accusés, Randy Chilumba apparaît tel un spectre, impassible, presque étranger à la gravité des faits qui lui sont reprochés. Ce procès n'est pas celui de l'identité du meurtrier. Randy a admis avoir tenu le couteau, mais celui de son âme et de sa responsabilité. La question qui brûle les lèvres de tous les observateurs est simple, mais d'une complexité juridique abyssale. Randy était-il conscient de l'atrocité de son geste au moment où il a frappé? La défense, menée avec une détermination farouche par me Philippe Larochelle, mise tout sur l'article 16 du Code criminel. Pour l'avocat, son client n'est pas un assassin de sang-froid, mais le prisonnier d'un cerveau défaillant. Le pivot de cette stratégie est le témoignage du docteur Louis Morissette, un psychiatre légiste chevronné. À la barre, l'expert dépeint un tableau clinique alarmant. Selon lui, au moment du drame, Randy Chilumba souffrait d'un trouble délirant de type persécutif. Ce n'est pas une simple paranoïa, explique-t-il, c'est une rupture totale avec le tissu de la réalité. Dans l'esprit de Randy, Clémence n'était plus la jeune femme douce qu'il avait croisée au secondaire, mais le pivot central d'une machination visant son exécution physique. Le psychiatre détaille les délires de l'accusé. Ses messages Facebook anodins, interprétés comme des arrêts de mort. Ses travaux de voirie perçus comme la construction de fausses communes à son intention. Selon cette thèse, Randy n'a pas tué par haine, mais parce qu'il croyait être de la légitime défense. Dans son univers distordu, c'était sa vie ou celle de Clémence. Pour la défense, les préparatifs, le couteau, les gants, le repérage, ne sont que les outils d'un homme qui se prépare à une guerre imaginaire,
une tentative désespérée de reprendre le contrôle sur une terreur qui le submergeait. La couronne, représentée par Me Catherine Perrault, refuse catégoriquement cette lecture psychologisante du crime. Pour la procureure, la maladie mentale n'est ici qu'un paravent commode, une construction a posteriori destinée à échapper à la prison à vie. Sa stratégie est d'opposer la précision des faits à l'incertitude des diagnostics. Elle martèle un concept qui va devenir le leitmotiv de l'accusation, la lucidité criminelle. Me Perrault interroge le docteur Morissette avec une rigueur implacable, pointant du doigt les contradictions flagrantes entre un homme supposément perdu dans une psychose et un individu capable de planifier un meurtre parfait sur Google. Comment un homme qui ne distingue plus le bien du mal peut-il avoir la présence d'esprit de se cacher dans un Tim Hortons pendant 7 heures pour changer de vêtements? Comment peut-il consulter les sites d'information pour évaluer l'avancée de l'enquête? Pour la couronne, Randy Chilumba est un narcissique blessé, un homme frustré qui a transformé un rejet social en une haine meurtrière. Elle suggère que le délire a été reconstruit ou exagéré après coup pour donner un sens acceptable à un acte de pure méchanceté. L'image projetée est celle d'un prédateur qui a froidement calculé chaque seconde de son crime, de l'achat de l'arme à la stratégie de dissimulation. Le témoignage des parents de Clémence constitue le moment le plus déchirant de ces semaines d'audience. Nathalie Beaulieu, avec une dignité qui force le respect, raconte l'absence insupportable, le silence d'une maison qui autrefois résonnait du rire de sa fille. Elle doit écouter jour après jour les experts disséquer la personnalité de celui qui a brisé sa vie, l'entendre être décrit comme une victime de ses propres pensées alors que sa fille gît dans un cimetière. Pour la famille, chaque argument de la défense est vécu comme une seconde agression, une tentative de déresponsabiliser l'homme qui a porté 14 coups de couteau en 16 secondes. La douleur est palpable lorsque sont présentées les photos de la scène de crime et les rapports d'autopsie. La brutalité de l'acte semble crier contre toute idée de confusion mentale. Un homme confus frappe-t-il avec une telle précision chirurgicale les organes vitaux? Un homme en crise reste-t-il tapi dans l'ombre pendant des jours pour épier sa cible? Ces questions flottent dans la salle d'audience, pesant lourdement sur les épaules des 12 jurés. Les directives de la juge Hélène Di Salvo au jury sont d'une importance capitale. Elle doit leur expliquer les nuances complexes de la non-responsabilité criminelle. Pour déclarer Randy non responsable, le jury doit être convaincu qu'au moment des faits, il était incapable de juger que son acte était mauvais, tant sur le plan légal que moral. C'est un fardeau de preuves qui repose sur la défense. La juge parle pendant des heures, tentant de simplifier des concepts juridiques et psychiatriques qui s'entremêlent. Cependant, la complexité même du dossier et l'abondance de preuves contradictoires rendent cette tâche herculéenne. Les jurés se retirent pour délibérer, emportant avec eux le destin de Randy Chilumba et l'espoir de paix de la famille Beaulieu-Patry. Pendant 4 jours, le temps s'arrête de nouveau. À l'extérieur du palais de justice, les médias spéculent. À l'intérieur, les couloirs sont le théâtre d'une attente anxieuse. Un verdict de non-responsabilité signifierait que Randy serait envoyé dans un hôpital psychiatrique, avec la possibilité d'être libéré un jour si son état est jugé stable. Un verdict de culpabilité pour meurtre au premier degré l'enverrait derrière les barreaux pour au moins 25 ans. Le 20 octobre 2017, la cloche retentit enfin. Le jury est prêt. Dans un silence de cathédrale, le greffier demande au chef du jury quel est le verdict. La réponse tombe, nette et définitive, coupable de meurtre au premier degré. Dans la salle, un soupir collectif s'élève. Nathalie Beaulieu fond en larmes, serrant son mari dans ses bras. Randy Chilumba, fidèle à son image, ne réagit pas, comme si le verdict concernait quelqu'un d'autre. Pour la justice, il est un meurtrier lucide. La juge Di Salvo prononce la sentence obligatoire, l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. À la sortie du tribunal, les parents de Clémence s'adressent aux caméras. Ils parlent de soulagement, de la fin d'un long tunnel. « On va avoir 25 ans de paix », déclare Nathalie, pensant que le chapitre judiciaire est clos à jamais. Ils pensent pouvoir enfin commencer leur véritable deuil, loin des préaux et des experts.
mais ils ignorent encore que cette victoire n'est que provisoire. Dans l'ombre des cabinets d'avocats, une bataille technique se prépare déjà. Une faille dans les longues directives de la juge, une confusion dans les termes employés, va devenir le levier qui fera basculer cette condamnation 5 ans plus tard. Le cauchemar, que tous croyaient terminé, ne fait en réalité que prendre une nouvelle forme, plus insidieuse et plus cruelle encore pour ceux qui restent. Pendant 5 ans, le silence était retombé sur l'affaire Chilumba. Pour Nathalie Beaulieu et Luc Patry, les parents de Clémence, ce temps n'était pas celui de l'oubli, car on n'oublie jamais la perte d'un enfant, mais c'était celui d'une certaine forme de cicatrisation. Ils avaient cru la justice définitive, gravée dans le marbre d'un verdict de culpabilité au premier degré. Randy Chilumba était derrière les barreaux, loin de leur vie, et ils pouvaient enfin consacrer leur énergie à honorer la mémoire de leur fille plutôt qu'à affronter son meurtrier dans une salle d'audience. Mais dans les rouages complexes de la machine judiciaire, le dossier n'était pas clos. Dans l'ombre des cabinets d'avocats, une bataille technique se livrait, loin des regards du public et de la douleur des victimes. Le 28 novembre 2022, cette bataille allait sortir de l'ombre pour frapper la famille Beaulieu-Patry avec la force d'un second traumatisme. La Cour d'appel du Québec rendait son arrêt. R contre Chilumba, 2022, QCCA 1616. En quelques pages de jargon juridique, l'illusion de paix s'effondrait. Le plus haut tribunal de la province ordonnait l'annulation du verdict de 2017 et l'ouverture d'un tout nouveau procès. Pour les proches de Clémence, c'était comme si on leur annonçait que le meurtre venait de se produire une seconde fois. L'annulation d'un verdict de meurtre au premier degré n'est jamais une décision prise à la légère, mais elle repose sur un principe fondamental de la démocratie canadienne: le droit à un procès équitable, exempt de toute confusion juridique. La Cour d'appel ne remettait pas en cause les faits matériels du crime. Personne ne doutait que Randy Chilumba avait tué Clémence, mais elle s'attaquait à la manière dont le jury avait été guidé pour évaluer sa responsabilité. Les 3 juges de la Cour d'appel ont pointé du doigt les directives données par la juge Hélène Di Salvo lors du premier procès. Ces instructions, censées être la boussole des jurés pour naviguer entre la maladie mentale et la préméditation, ont été jugées indûment longues, inutilement complexes, mais surtout manifestement contradictoires et préjudiciables. En droit criminel, le juge a pour mission de clarifier la loi pour des citoyens profanes. Ici, la Cour a estimé que les explications sur l'application de l'article 16 du Code criminel concernant la non-responsabilité pour troubles mentaux étaient si embrouillées qu'elles risquaient d'avoir induit le jury en erreur. En d'autres termes, le jury aurait pu condamner Chilumba, non pas parce qu'il était prouvé coupable au-delà de tout doute raisonnable, mais parce qu'il n'avait pas compris comment analyser les preuves psychiatriques. Cette décision technique, bien que juridiquement rigoureuse, représente une forme de cruauté systémique pour les familles de victimes. Pour Nathalie Beaulieu, l'annonce fut un choc physique. Elle a témoigné plus tard de l'épuisement total, de cette sensation de devoir remonter une montagne qu'elle pensait avoir déjà gravie. « On nous force à revivre le cauchemar », disait-elle avec une amertume palpable. Le système de justice, dans sa quête de perfection procédurale, semble parfois oublier le fardeau humain qu'il impose. On demandait à des parents de s'asseoir à nouveau dans une salle d'audience, d'écouter à nouveau les détails sordides de l'agonie de leur fille, d'entendre à nouveau les experts psychiatres théoriser sur les délires de l'homme qui l'a poignardé 14 fois. Ce phénomène, que les criminologues appellent la victimisation secondaire, est ici poussé à son paroxysme. L'attente entre l'appel et le nouveau procès est une période de vulnérabilité extrême, où les plaies sont rouvertes sans ménagement. Nathalie a confié devoir recourir à des antidépresseurs pour simplement tenir debout, pour affronter l'idée même de croiser à nouveau le regard de Randy Chilumba. L'arrêt de la Cour d'appel a également remis en lumière les zones d'ombre de la psychiatrie légale. En annulant le premier verdict, les juges ouvraient la porte à une réévaluation complète de l'état mental de l'accusé. Depuis 2017, la science et les observations cliniques sur Randy Chilumba avaient évolué. Il n'était plus seulement question d'un trouble délirant passager, mais de diagnostics potentiellement plus lourds. La défense, ragaillardie par cette seconde chance, se préparait à présenter une preuve encore plus étoffée de la schizophrénie de l'accusé. Pour le public québécois,
Cette décision a provoqué une vague d'incompréhension et parfois de colère. Comment un homme qui a cherché « Comment commettre un meurtre parfait » sur Google peut-il bénéficier d'un nouveau procès à cause d'une subtilité de langage dans les directives d'une juge? C'est ici que se loge le dilemme éthique de notre justice. Elle préfère recommencer un procès complexe plutôt que de risquer de maintenir une condamnation basée sur des instructions imparfaites. La rigueur de la loi est le prix à payer pour sa légitimité, mais ce prix est ici facturé directement aux victimes. L'année 2023 s'est écoulée dans cette attente angoissante, une année de préparation pour les procureurs qui devaient remonter tout le dossier, retrouver les témoins, s'assurer que leurs souvenirs n'étaient pas trop émoussés par le temps. Pour les parents de Clémence, chaque mois qui passait était une épreuve de plus. Ils voyaient l'inauguration du parc Clémence-Beaulieu-Patry comme un sanctuaire, mais savaient qu'ils ne trouveraient pas la paix tant que le nouveau verdict ne serait pas rendu. Le nom de leur fille, qu'ils voulaient associer à la paix et au sourire, allait une fois de plus être lié à celui de son assassin dans les manchettes des journaux. Ils devaient se préparer mentalement à une bataille qui, cette fois, serait encore plus féroce. Car si le premier procès avait été celui de la découverte, le second serait celui de l'affrontement final entre deux visions du monde. Celle d'une justice qui punit un crime prémédité et celle d'une psychiatrie qui soigne une pathologie envahissante. Le décor était donc planté pour le printemps 2024. Le palais de justice de Montréal allait redevenir le théâtre de cette tragédie en plusieurs actes. Tout était à refaire. La sélection des jurés, l'administration de la preuve, les plaidoiries déchirantes. Randy Chilumba, vieilli de 8 ans par l'incarcération, allait revenir devant un nouveau juge, Alexandre Bien-Aimé, avec la possibilité réelle, quoique mince, d'un verdict de non-responsabilité qui changerait tout. Pour les Beaulieu-Patry, l'enjeu n'était plus seulement la justice pour Clémence, mais leur propre survie émotionnelle. Ils savaient que c'était leur dernière chance de voir la vérité triompher définitivement, ou de voir le meurtrier de leur fille échapper à la prison pour entrer dans un hôpital psychiatrique. La tension était à son comble, et le Québec entier s'apprêtait à suivre ce qui allait devenir l'épilogue nécessaire, mais épuisant, de l'odyssée judiciaire de Clémence Beaulieu-Patry, mai 2024. 8 années se sont écoulées depuis ce soir de printemps tragique au supermarché Maxi, mais dans la salle d'audience du Palais de justice de Montréal, le temps semble s'être figé. Le décor est le même, les visages sont marqués par une décennie de procédures, mais l'enjeu reste le même. Obtenir une vérité définitive. Ce second procès, présidé par le juge Alexandre Bien-Aimé, s'ouvre sous une tension palpable. Randy Chilumba n'est plus l'adolescent de 19 ans arrêté en 2016. C'est un homme de 27 ans qui fait face à ses juges, ayant passé l'essentiel de sa jeunesse derrière les barreaux ou dans les couloirs stériles de l'Institut Philippe Pinel. Pour la famille de Clémence, ce n'est pas seulement un procès, c'est une épreuve de survie émotionnelle. Ils sont là, fidèles au poste, portant le souvenir de leur fille comme un bouclier contre l'épuisement. Ce chapitre final de l'odyssée judiciaire va se jouer sur un terrain où la science psychiatrique et la morale sociétale vont s'entrechoquer de manière inédite. La défense, toujours menée par la thèse de la non-responsabilité criminelle, apporte cette fois un élément nouveau et crucial, l'évolution du diagnostic. Le docteur Louis Morissette, qui suit l'accusé depuis des années, revient à la barre avec une conclusion plus sombre. Il ne parle plus seulement de troubles délirants, mais pose désormais le diagnostic de schizophrénie paranoïde. Selon l'expert, les 8 années d'observation ont confirmé que la pathologie de Randy est profonde, chronique et envahissante. Il explique au jury que le délire de Randy n'était pas une simple réaction passagère, mais une rupture fondamentale avec la réalité qui dictait chacun de ses gestes. Dans cette optique, la fuite au Tim Hortons et les recherches Google sur le meurtre parfait ne seraient pas les signes d'une lucidité criminelle, mais les tentatives désespérées d'un esprit schizophrène pour rationaliser l'irrationnel. Selon la défense, Randy croyait sincèrement qu'en tuant Clémence, il sauvait sa propre vie d'un complot d'envergure. Cependant, la couronne, sous la direction de Me Pierre-Olivier Bolduc, a elle aussi fait évoluer sa stratégie. Au-delà de la préméditation froide déjà établie lors du premier procès,
le procureur introduit un concept qui résonne avec force dans la société actuelle, le féminicide. Pour l'accusation, la schizophrénie de Randy, bien que réelle, n'est pas ce qui a tué Clémence Beaulieu-Patry. Ce qui a causé sa mort, c'est une rancœur narcissique et une misogynie latente. La thèse de la couronne est percutante. Randy aurait tenté d'attirer l'attention de Clémence par le passé, aurait essuyé un rejet ou une indifférence et aurait nourri une haine profonde contre cette femme qui refusait de se plier à ses désirs. Le procureur dépeint Randy non pas comme une victime de son cerveau, mais comme un homme frustré qui a choisi sa cible avec soin, utilisant ses délires comme un prétexte ou une extension de sa volonté de contrôle. Le meurtre de 16 secondes n'est plus seulement l'acte d'un fou, mais l'expression ultime de la violence masculine contre une femme qui incarne la liberté et la joie de vivre. Le juge bien-aimé, conscient des erreurs du passé, donne des directives claires et concises au jury. Il délimite 4 options possibles: la non-responsabilité criminelle, le meurtre au premier degré, le meurtre au deuxième degré ou l'homicide involontaire. Le jury, composé de citoyens ordinaires, se retire pour délibérer, portant sur ses épaules le poids de 8 ans de souffrance. Pendant 3 jours, le Québec retient son souffle. Le 8 juillet 2024, la cloche retentit enfin. Le verdict tombe, identique à celui de 2017, mais chargé d'une solennité nouvelle. Randy Chilumba est reconnu coupable de meurtre au premier degré. Le jury a tranché. Malgré la maladie, Randy savait que tuer était mal. La planification méticuleuse, la surveillance de la victime et les recherches pour échapper à la police ont pesé plus lourd que les délires paranoïaques. La sentence tombe quelques jours plus tard. Randy Chilumba est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 2041. Le juge a sorti cette peine d'une interdiction perpétuelle de communiquer avec la famille de Clémence, une mesure de protection nécessaire pour des parents qui ont passé une décennie à craindre chaque rebondissement judiciaire. Nathalie Beaulieu, à la sortie du tribunal, exprime un soulagement teinté d'une immense fatigue. Elle parle du prix terrible payé pour ce verdict, mais souligne que justice a enfin été rendue pour Clémence. L'affaire R. contre Chilumba se referme, laissant derrière elle une jurisprudence importante sur la distinction entre la maladie mentale et la responsabilité pénale. Mais au-delà des tribunaux, c'est la mémoire de Clémence qui triomphe. À Montréal, le parc Clémence Beaulieu-Patry est aujourd'hui un lieu de vie et de jeu pour les enfants du quartier Rosemont. La plaque commémorative, qui rappelle son sourire et ses fossettes, est devenue un symbole de résilience. La communauté a choisi de ne pas se souvenir de la manière dont elle est morte, mais de la manière dont elle a vécu, avec paix, art et générosité. Le nom de Clémence n'appartient plus au dossier judiciaire, il appartient à l'espace public, comme un rappel que la lumière peut, malgré tout, survivre à l'ombre la plus dense. Pour vous qui avez suivi ce récit, que reste-t-il de cette affaire? Est-ce le constat d'un échec de la santé mentale ou la victoire nécessaire d'une justice qui refuse l'impunité? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Votre avis compte pour faire vivre la mémoire des victimes et comprendre les failles de notre monde.